Bonsoir à tous. À la une de ce journal, à 5 mois de la date de livraison des infrastructures sportives destinées à abriter la CAN édition 2022, le Cameroun, pays organisateur, est engagé dans une course contre la montre. Cependant, toutes les promesses faites aux Camerounais et à la CAF sont loin d'être respectées. Illustration sur le site de construction du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé, là où Equinox a mené une enquête exclusive à suivre au cœur de ce journal. Au regard des défis sécuritaires et politiques auxquels le Tchad est confronté, l'Union africaine va-t-elle soutenir la transition conduite par les militaires ou faire pression pour l'arrivée d'un président civil avec un vice-président militaire? C'est en tout cas les recommandations faites par la mission d'enquête qui a séjourné au Tchad. Le Conseil Paix et Sécurité doit se prononcer en fin de semaine. Les principales conclusions de cette enquête de l'Union africaine menée au Tchad, on en parlera dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'était jadis un point d'attraction pour des voyageurs se rendant à l'ouest ou au nord-ouest, Makénéné et son espace marchand qui ne fait plus courir la foule. Les commerçants indexent la crise anglophone, l'insécurité due aux coupures récurrentes d'électricité, mais également la vétusté de l'espace marchand. Lequel espace accuse déjà le poids de l'âge. L'exécutif municipal évoque des difficultés à pouvoir mener des travaux visant à réhabiliter cet espace marchand et de nombreuses familles croulent sous le poids de la misère, elles qui vivaient de la vente des denrées alimentaires dans l'espace marchand situé à Makénéné. Reportage signé Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Je n'ai pas de préférence, mais je voulais la viande de brousse. Malheureusement, je ne trouve pas mon goût. Il fait partie de ceux qu'on pourrait qualifier d'inconditionnels. Des personnes, bien que peu nombreuses, qui ne peuvent pas traverser le marché de Makénéné sans y marquer une pause. Le temps d'un repos, d'un rafraîchissement ou simplement d'une découverte. Vous avez donc pris du plantain. J'ai cherché le complément, je n'ai même pas vu. Ça fait un repos d'abord. C'est d'abord un repos. Il faut aussi déguster les choses qui sont en route, comme le toba bafoussam. Ça a toujours été comme ça ou bien? Pour moi, ça a été toujours comme ça. Il faut s'arrêter pour se reposer, pour prendre un peu de l'air. Sauf que la fréquentation du marché de Makénéné a considérablement baissé par rapport aux années antérieures où les gens s'y bousculaient de jour comme de nuit. Cette revendeuse, parmi les plus anciennes, pointe la crise anglophone dont les répercussions se ressentent jusque dans ce marché. Même les bonnes choses, il n'y a pas de clients. Et les clients sont où? Alors il y a l'autre qui vient, il dit que les choses chères ici, pas à Tonga. Donc vous, maintenant, là, vous vous débrouillez seulement? Oui, c'est la crise anglophone qui joue beaucoup sur notre marché. Puisque déjà c'est les anglophones qui nous ravitaillaient plus. Puisque sans les anglophones, le marché de Makéné ne peut pas fonctionner. Déjà d'une réduction, d'une baisse considérable des agences de voyage qui, à l'époque, avaient fait de Makéné leur escale obligatoire, des agences du Nord-Ouest, certains qui ont dû réduire considérablement le nombre de voyages, le nombre de bus, et aussi des voyages qui ne sont plus aussi fréquents comme par le passé. L'insécurité et la vétusté des installations sont également pointées du doigt. Avec ce problème d'éclairage, des coupures intempestives, il y a des fois on risque de coupures d'électricité peut-être sur 3 jours, 4 jours, une semaine, automatiquement. Ils sont obligés de fonctionner dans l'obscurité. Donc avec ça, certains petits malfrats profitent un peu pour inquiéter des passagers et ces plaintes sont remontées au niveau de certaines agences. Voilà le marché de Makéné qui date des années, toujours dans le vieux carabon, et comme si c'était un marché abandonné et que c'est un marché qui est connu et nous on ne sait pas pourquoi. Nos parents ont vendu ici, sont morts, nous voici les enfants, on va mourir et le marché est toujours vieux, on ne comprend pas pourquoi. Si le chiffre d'affaires et les recettes ne cessent de subir une cure d'amaigrissement, les commerçants exerçant dans cet espace marchand croient dur comme fer qu'ils peuvent plier, mais sans jamais rompre. Je vais prendre un exemple. Il y a les prunes qu'on trouve à toute saison, puisqu'on sait que déjà à partir du mois de mai, juin, juillet, il y a les prunes un peu de partout.
Or, à Makenene, c'est à toute saison. Donc déjà, voilà une richesse que nous avons déjà sur le marché, où le marché ne peut pas s'éteindre facilement. Au niveau de la mairie locale, des réflexions sont en cours en vue de résoudre certaines des difficultés auxquelles le marché de Makenene fait face. Il y a vraiment de l'insécurité qui depuis un temps avec les problèmes de l'électrification. Mais déjà dans le BIP de 2021, le maire a déjà envisagé d'installer les plaques solaires partout dans le marché, là pour éradiquer l'insécurité. C'est cette hausse de prix des commerçants. Vraiment, ce dossier est déjà posé sur la table du maire, qu'après la dernière couche du bouton, on doit vraiment s'asseoir pour essayer de voir comment on va réduire déjà les prix. En attendant, le marché de Makenene joue au maintien. Il doit faire face à la rude concurrence qu'imposent les autres espaces marchands situés le long de la nationale numéro 4, notamment Dikinimeki, Nyokon, Tonga et autres marchés de pastèques de Baganté. Sauf qu'à la différence des autres, Makenene ne ferme pas ses portes et fonctionne 7 jours sur 7. C'est l'atout supplémentaire qu'a le marché de Makenene parce que le marché est, implanté au cœur d'un centre urbain. Donc forcément, le marché il est en mesure de fonctionner 24 sur 24, après puisqu'il y a une certaine population quand même aux alentours. Il y a quelques années, ce marché était quasiment incontournable. Il était difficile d'aller à l'ouest et même dans le nord-ouest sans s'arrêter ici, ne serait-ce que pour quelques minutes de pause. Certes, cela a un tout petit peu baissé, mais Makenene, tout au moins pour ce qui est du marché, reste debout. Ici Makenene, Emmanuel Job, Marcelin Gansol, Equinox Télévision. Après ce grand reportage réalisé à Makenene, mettons le cap sur Bertoua, la capitale régionale de l'Est, là où le poulet de chair est introuvable. Et cette rareté entraîne une spéculation autour des prix, alors que de nombreuses familles s'apprêtent à célébrer la fin du jeûne de Ramadan et la fête de l'Ascension. Commerçants et clients sont aux abois. D'aucuns pointent un doigt accusateur sur la pandémie de coronavirus, une pandémie qui a impacté sur les transactions commerciales. Et pour ces derniers jours du jeûne de Ramadan, cela a été rude pour certains musulmans dans la ville de Bertoua. Des précisions avec Benjamin Issam. Marché central de Bertoua, les lieux réservés pour la vente des poulets de chair sont vides. Juste quelques poussins dans des corbeilles éparses. Et pour cause. Ça fait longtemps qu'on n'a pas les poulets, il n'y a pas les poulets, il n'y a pas les poussins. Les éleveurs n'ont rien, nous-mêmes les revendeurs, on n'a rien. Maintenant, vraiment, on souffre l'affaire de poulets là. Pour avoir les poulets, nous-mêmes pour chercher les poulets là, il faut qu'on doit dépenser d'abord pour avoir. Et les clients aussi sont en train de payer. Et si tu n'as pas serré le coup, tu dois serrer d'abord ton travail là bien avant de manger les poulets. Vendeurs et consommateurs de poulets sont aux abois. Les quelques volailles aperçues ici et là coûtent cher. Le petit poulet que vous pouvez voir sur les marchés, comme les vendeuses nous montrent sur le marché des petits poulets de 2500, vous le trouvez à 4500, 3500, ce n'est pas notre niveau. Nous ne savons plus quoi faire. Quand il y a même un petit poulet, c'est cher. Les poulets qu'on vendait à 2500, c'est ça qu'on vend maintenant à 4500, il n'y a même pas. Le poulet de chair moyen avoisine 6 000 francs à Bertoua. Comme cause principale de cette pénurie, un doigt accusateur est pointé sur le Covid-19, mais aussi la fin du Ramadan. Des familles entières auraient fait d'importantes réserves. La cause, bon, on dit que par rapport à l'épidémie Corona, là, donc il n'y a pas les poussins qui viennent. Même les poussins là, avant les gens achetaient les poussins là à 250, maintenant les poussins sont devenus à 500. Et à 500 là même, il faut que tu dois d'abord conseiller ton argent avant que ça vienne. Mais beaucoup de gens qui ont conseillé l'argent, ça ne vient pas. La communauté musulmane de Bertoua, malgré la chaleur ambiante, attend la fête dans la prière et la lecture du Saint-Coran. Avec la chaleur, ça amène souvent la soif, mais ça passe. Une communauté musulmane qui n'aura pas de soucis à se faire pour cette fin du mois de jeûne. Elle vient de recevoir des produits alimentaires de la part de la communauté urbaine de Bertoua. Comment va se dérouler cette fin
du jeûne de Ramadan dans les mosquées en raison du contexte lié à la pandémie de Covid-19. Les différentes mosquées annoncent une présence limitée de 50 fidèles appelés à respecter les mesures barrières. Au sein de la communauté musulmane résidant à Douala, les préparatifs s'accélèrent pour accueillir les convives après la prière marquant la fin du jeûne de Ramadan. Reportage signé d'Alaftana et Martin Abanda. Vêtements de circonstance apprêtés, mosquée badigeonnée, cuistance entamée. Voilà quelques signaux forts qui annoncent un événement majeur pour la communauté musulmane. La fête de Ramadan. Elle met un point final à un mois de jeûne, d'abstinence, de charité et de bonté. Le jeûne a un but escompté. Et le but escompté du jeûne ici, c'est d'acquérir la crainte révérentielle de Dieu, que nous pouvons d'autre part appeler la piété. Et c'est cette piété qui est le socle de la vie de l'être humain, croyant soit-il ou pas. Dans les domiciles, les femmes s'activent tant bien que mal à apprêter les vêtements de leur progéniture et les différents menus constitués des mets exclusifs. Je vais préparer le poulet, la viande, et le riz, et le couscous et les légumes de Njapche, comme chez nous. Pour les enfants, c'est l'occasion idoine de pouvoir commander leur plat préféré afin de passer un agréable moment de fête. Du riz et du couscous avec du légume pour bien accueillir des invités et que tout se passe bien. Les mosquées, quant à elles, ont pris des mesures bien précises pour accueillir les croyants et faire entendre le message de paix, tel qu'ici à la mosquée Al-Arkam de Makepe-Misoké, à Douala, dans le 5e arrondissement. Parmi les différentes mesures qui ont été prises, comme vous venez de le constater, il y a 2 fûts d'eau qui sont mis à la disposition des fidèles à l'entrée de la mosquée, avec de l'eau savonneuse, avec également des mouchoirs jetables. Ça, c'est la première étape à l'entrée. La fête de Ramadan, c'est aussi une occasion de partage avec des compatriotes d'obédiences différentes, comme pour démontrer que la communauté musulmane sait vivre en bonne intelligence avec d'autres. Nous serons dans les mosquées et nous avons pensé que cette tradition du vivre ensemble, du partager avec la communauté de base et aussi avec nos autorités ne doit pas être éliminée ou galvaudée. Le rendez-vous de ce jeudi a fini par annoncer ses couleurs. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter une bonne fête de Ramadan à tous les musulmans. Je vous souhaite de suivre à présent cette explication d'un dignitaire religieux musulman sur la symbolique de la fin du jeûne de Ramadan et la portée de la prière prévue dès demain jeudi matin à l'esplanade des mosquées et dans les différents espaces publics dans le strict respect des mesures barrières. Bon, parlant de la symbolique du mois de Ramadan, nous partons d'un verset, le verset 183 de la sourate 2 qui dit « Oh, vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. » Donc le but du jeûne, c'est d'acquérir la piété. Or la piété, c'est quoi en gros? C'est la crainte. Le musulman chemine de toute sa vie. Il chemine vers Dieu. Et il y a des outils. Il ne peut pas cheminer vers Dieu, avoir son agrément sans piété. C'est la piété qui est vraiment le moteur qui lui permet d'avancer. Et une fois par mois, une fois par an, un mois sur 12 heures, il change carrément de style de vie. Il jeûne. Jeûner, c'est pas, et on parle de s'abstenir de boire, de manger, du lever au coucher du soleil, des rapports sexuels. Mais le jeûne, c'est au-delà de ça. Le jeûne, c'est une privation physique, une privation spirituelle. Mais le jeûne vous permet de vous rapprocher de Dieu à travers votre nouvel état. Vous vous privez de ce que vous avez la possibilité de prendre. Vous avez votre frigo plein, mais vous ne mangez pas. Vous avez envie de votre épouse, mais vous vous abstenez. Donc c'est une éducation de l'esprit, une éducation du corps. Et maintenant, on jeûne beaucoup plus aussi par obéissance à Dieu.
le mois de Ramadan est un moment de générosité, un moment de partage. Ça permet aux riches de savoir ce que peut ressentir le pauvre qui n'a pas de quoi manger. Et au regard de cette journée fériée et chômée relative à la célébration de la fin du jeûne de Ramadan et la fête de l'Ascension, demain, jeudi, le président de la République a signé un décret dans lequel il déclare la journée de vendredi férié et chômé sur l'ensemble du territoire national. Encore des problèmes d'indemnisation sur le projet de construction de la route San-Mélima-Ouesso permettant de relier le Cameroun à son voisin le Congo. Le problème se pose sur la section San-Mélima-Djoum. Sur ces 100 km de route, la colère des populations riveraines résonne. Le ministre des Travaux publics a prescrit le paiement urgent de leur indemnisation. Pour favoriser l'accélération des travaux, Emmanuel Nganou Djomesi a préconisé une collaboration entre les différentes entreprises prestataires engagées sur 2 lots d'aménagement de la route sur cet axe précis. Évocation avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Considérée comme le ventre mou de la transfrontalière San-Mélima-Ouesso au Congo, la section San-Mélima-Djoum, répartie en 2 lots, commence à sortir la tête de l'eau après plusieurs années de balbutiements. D'abord la section Bikula-Djoum, longue de 38 km, dont le taux d'exécution est de 85%. 8 km sont en attente de bitume. La faute à la non-libération de certaines emprises. On attend toujours les indemnisations parce que nous sommes démunis. On n'a rien. Le ministre vient de me dire que d'ici une semaine, on va nous donner quelque chose sur l'ordre du préfet. Et en plus de cela, il va nous aider à faire les dégagements pour aller construire hors de l'emprise. Séance tenante, le maître d'ouvrage a instruit le paiement dans l'urgence des sommes dues aux personnes expropriées. Ces travaux sont bien la preuve que les recommandations et autres instructions qui ont été données par le ministre des Travaux publics ont commencé à porter des fruits. Ici se trouve un grand champ de cacaoyers qui jusqu'ici constituait un obstacle majeur pour le déroulement des travaux. Maintenant que les choses semblent bouger dans le bon sens, il y a fort à parier que les travaux vont également avancer sereinement. Tout doit être fait pour que les travaux s'achèvent le plus tôt, bien que l'entreprise ait sollicité une prolongation des délais jusqu'au mois de décembre 2021. Les contraintes que nous avons à CG, il y a la non-libération que vous avez vu, il y a le non-paiement, il y a la costale pour l'entreprise, surtout la mission de contrôle qui depuis 23 mois n'a pas perçu l'argent à cause d'un problème d'avenant parce que le marché de base est épuisé. Quant à la section San-Mélima-Bikula, longue de 65 km, environ 63 km ont déjà été bitumés pour un taux d'exécution de 83,34%. La réunion qui a suivi la visite des 2 tronçons a permis au ministre des Travaux publics de prendre un train de mesures en vue de l'accélération et de l'achèvement des travaux. Un autre problème comme contrainte dans le chantier, nous avons aussi le retard dans la production des agrégats. Vous vous rapprochez d'Arab Contractor, je vais jouer les arbitres pour que ces travaux finissent. Évidemment, Arab Contractor ne doit pas travailler pour rien. Non, elle déploie ses engins, c'est contre rétribution. C'est pour ça qu'il faut un bon chronogramme. Vous voulez produire quelle quantité de granulats, sur quelle période, et on fait une convention tripartite. Pour Emmanuel Nganou Djomesi, il n'est pas question que l'on parle encore de ces 103 km de route en 2022, sinon en termes d'inauguration. L'occasion faisant le larron, un appel au civisme et à la responsabilité a été lancé en direction des populations riveraines, lesquelles posent souvent des actes regrettables. Notamment les populations qui venaient prendre du gravier sur la chaussée, des populations également qui bloquaient les routes et empêchaient le passage des camions des entreprises. Nous avons estimé que c'était des actes incivils et qu'il fallait à un moment donné taper le poing sur la table. Il faut donc que les populations soient plutôt des acteurs de facilitation et non des facteurs de blocage. Bon à savoir, les sections San-Mélima-Bikula et Bikula-Djoum font partie du projet intégrateur San-Mélima-Ouesso qui à terme va relier le Cameroun au Congo voisin. Dans le reste de l'actualité, plus de 20 millions de francs CFA de pertes enregistrées suite à la destruction des milliers de vaccins au laboratoire national vétérinaire
situé à Garoua, dans la région du Nord. Après production, ces vaccins n'ont pas subi les tests nécessaires pour certifier la conformité à cause des coupures d'électricité fréquentes dans cette partie du Cameroun. Le manque à gagner est énorme, comme expliquent les responsables de ce laboratoire dans ce reportage signé Olivier Tsefo et Gladys Sidier. 6247 flacons de vaccins et diluants contaminés sont détruits au laboratoire national vétérinaire situé dans l'arrondissement de Garoua 3e. Les produits détruits n'ont pas subi des tests appropriés à cause des coupures intempestives de l'énergie électrique enregistrées dans la région du Nord depuis plusieurs semaines, confient les responsables de la structure. On a beaucoup de cas de contamination, souvent dû au problème d'électricité, aux coupures intempestives d'électricité qui causent des pannes brusques de certains appareils lors de la chaîne de production. C'est le cas qui nous oblige aujourd'hui à détruire des vaccins de plus de 20 millions, mais généralement on a des pertes de plus de 100 millions. Vous voyez, ça c'est la première vague qui va comme ça. Nous avons envisagé produire 100 millions de doses pour 2021. Et actuellement, on devait déjà être au premier trimestre au un tiers environ, n'est-ce pas, au moins à 300 millions. Mais nous n'avons pas, pas atteint ces 300 millions à cause de ces coupures intempestives. Voilà, même à l'interview, on vient de nous prendre la lumière. Il faut maintenant aller démarrer le groupe. Parmi les vaccins détruits, il y a le Pastovas, le Semtovas et le Multivas, des substances qui, avant d'être administrées, doivent subir environ une dizaine de tests afin d'éviter tout désagrément. Il est question de détruire les vaccins qui n'ont pas passé les tests. Il y a plus de 10 tests. Chaque vaccin est soumis à une série de tests. Des tests de pureté, tests d'innocuité, pour être sûr de la dose, pour être sûr de la pureté, être sûr que c'est le germe en question qui a été utilisé pour produire ce vaccin, c'est-à-dire être le test de spécificité. Parce que si nous produisons un vaccin pour une maladie lambda, ce vaccin ne doit protéger l'animal ou bien l'homme que contre cette maladie lambda, pas autre chose. Et ce vaccin ne doit pas également contenir d'autres germes ou d'autres particules ou d'autres substances à part les adjuvants qui peuvent permettre à ce vaccin d'être très efficace dans le corps de l'homme ou le corps de l'animal. Alors quand les vaccins ne passent pas les tests, nous sommes obligés de les détruire. Le laboratoire national vétérinaire, la navette, a pour mission la production et la commercialisation des vaccins et des médicaments, l'analyse des prélèvements biologiques, l'étude des maladies animales, la surveillance des épizooties, la formation des cadres et techniciens. La navette collabore aussi avec des organismes nationaux et internationaux. Concernant ces coupures intempestives d'électricité, le ministre de l'Eau et l'Énergie, Gaston Elundou Isomba, a demandé à l'entreprise Eneo de réduire les nombres de coupures et de délestages dans le Grand Nord. Objectif, selon lui, permettre aux populations de célébrer la fin du jeûne de Ramadan et aux élèves de préparer les examens de fin d'année scolaire. Je vous le disais en titre, un sursis de 5 mois vient d'être accordé au Cameroun, pays organisateur de la CAN en 2022. Cette décision de la Confédération africaine de football intervient dans un contexte où certaines infrastructures sportives sont toujours en chantier. C'est le cas du stade Olembe, non loin de Yaoundé, là où les Camerounais attendent un complexe sportif réalisé et achevé dans les délais de la Confédération africaine de football. Les images exclusives d'Equinox Télévision montrent bel et bien que certaines composantes de ce complexe sportif ne seront pas prêtes dans les délais impartis. Seul le stade en lui-même présente une pelouse verdoyante. Et là aussi, des travaux doivent encore être menés. Reportage exclusif signé Eric Ouattat et Ike Cyril. Sur le terrain principal du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé, la pelouse est verdoyante, les gradins bien couverts. Bref, le stade de football affiche fière allure. En visite pour une énième fois sur le chantier, le ministre des Sports et de l'Éducation physique se dit impressionné par l'avancement des travaux. Nous avons été frappés
par le niveau d'exécution optimal des recommandations que nous avons eu à faire lors de notre dernière visite. Et le cap est maintenu dans la mesure où nous avons relevé une croissance relativement exponentielle des effectifs d'ouvriers. Mais le stade principal n'est que l'arbre qui cache la forêt. Les autres éléments constitutifs du complexe sportif d'Olembe laissent encore à désirer. Ici par exemple, l'espace commercial. Censé accueillir de nombreux visiteurs, il sort à peine de terre. L'obscurité qui prévaut ici est la preuve que l'énergie électrique n'est pas encore disponible. C'est le même constat au niveau de l'hôtel 5 étoiles annoncé à Olembe. Les chambres sont loin d'être aménagées, tout est encore à faire. À la cinémathèque, ce sont des barres de fer plantées du bas vers le haut sans aucun autre aménagement. Les écailles de pangolin qui serviront à revêtir la partie extérieure du stade sont encore en train d'être confectionnées. À 5 mois de la date butoir de livraison du chantier fixée par la Confédération africaine de football, ce sont des touffes d'herbe qui accueillent le visiteur au complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. Le Cameroun tiendra-t-il le pari? La situation sociopolitique et sécuritaire au Tchad est un véritable casse-tête pour l'Union africaine. Sur sa table, la recommandation de la mission d'enquête ayant séjourné dans ce pays d'Afrique centrale. Parmi les principales recommandations, il y a celle de faire pression sur la junte militaire afin de procéder à l'installation et la désignation d'un président civil accompagné d'un vice-président militaire pour conduire la transition. Autre recommandation faite par cette mission d'enquête ayant séjourné au Tchad, c'est d'accompagner la transition conduite par les militaires et veiller à un partage équilibré du pouvoir entre les civils et les militaires. Les points saillants de cette conclusion menée par une mission de l'Union africaine au Tchad, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Dans son rapport sur la situation sociopolitique et sécuritaire au Tchad, la mission d'enquête de l'Union africaine recommande à la Commission de paix et sécurité de soutenir le plan de transition conduit par le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby au pouvoir à N'Djamena. Deuxième recommandation des émissaires de l'Union africaine, le partage équilibré du pouvoir entre militaires et civils en vue de préserver la paix face aux menaces sécuritaires en cours dans le pays. Enfin, faire pression pour la cohabitation d'un président civil et un vice-président militaire. Le cas du Tchad étant spécifique, bien différent du Burkina Faso, le Soudan et le Mali sur la qualification des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Les enquêteurs de l'Union africaine proposent à la Commission paix et sécurité d'examiner la question tchadienne sur 20 points. Les plus saillants étant la normalisation d'un retour à l'ordre constitutionnel, la restauration de la paix et la sécurité, gage de stabilité au Tchad. Il est bien évident que c'est d'abord aux Tchadiens et aux Tchadiennes de vouloir sortir leur pays des difficultés. L'Union africaine, les partenaires de manière générale seront là pour aider, mais surtout il reviendra à eux de s'entendre politique. Ainsi, la mission d'enquête qui a séjourné dans le pays du 29 avril au 5 mai 2021 demande le départ immédiat des combattants et mercenaires étrangers du sol tchadien, la cessation des hostilités de la rébellion du FACT et autres groupes armés, tout en les conviant à la plateforme de dialogue inclusif et de réconciliation nationale. La mission rappelle surtout l'impérieuse nécessité de rédiger une constitution acceptée de la majorité des Tchadiens, la charte de transition du CMT étant jugée inadéquate au contexte tchadien. Enfin, préconise ce rapport de 37 pages. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, doit nommer un haut représentant qui servira d'envoyé spécial pour le suivi de la transition politique et les réformes au Tchad. Bien sûr, le Conseil était divisé. Les uns pensant qu'il fallait tout de suite appliquer les textes et le protocole du Conseil de paix et de sécurité, les autres disant il faut qu'on examine, il faut qu'on donne un peu plus de temps parce que la situation concerne pas seulement le Tchad, mais un ensemble beaucoup plus grand. Dans cette enquête, l'Union africaine veut aussi voir très clair sur les circonstances exactes de la disparition brutale du président Idriss Déby Itno, qui avait créé toute une controverse au sein de l'opinion publique internationale.
La junte au pouvoir maintient sa déclaration du 20 avril dernier, révélant que le maréchal président a été tué au front dans une contre-attaque des rebelles dans la province du Kanem, à 300 km de la capitale N'Djamena. Diverses sources sécuritaires ont indiqué à la mission d'enquête de l'Union africaine que les rebelles du FACT et mercenaires étrangers avaient été contraints par des autorités libyennes de transition et la communauté internationale dans leur assaut final sur N'Djamena. À la mort du président Idriss Déby Itno, son fils Mahamad Idriss Déby s'emparait alors du pouvoir, créant un conseil militaire de transition de 15 membres pour une période de 18 mois. Après avoir suspendu la Constitution, dissous l'Assemblée nationale et le gouvernement. Un public reportage dans ce journal. Camtel vient de lancer sa journée hebdomadaire du bilinguisme. Il s'agit notamment de familiariser son personnel à l'utilisation des langues officielles, à la fois l'anglais et le français. Et ainsi, l'entreprise estime qu'elle respecte les prescriptions de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun. Reportage. La Cameroun Telecommunication Camtel se met résolument à l'heure du bilinguisme. Sa directrice générale vient de lancer le démarrage de la journée du bilinguisme au sein de cette entreprise de télécommunications. Il s'agira de consacrer une journée pour mettre en exergue les langues anglaises et françaises. C'est dans le sens du respect des directives que nous avons institué cette journée du bilinguisme qui permet à chaque Camtelois et à chaque Camteloise de pouvoir s'exprimer dans l'une ou l'autre des langues, tous les mercredis. Chaque mercredi, ceux qui sont d'expression française seront tenus de s'exprimer en langue anglaise et inversement, ceux qui sont d'expression anglaise seront tenus de s'exprimer en langue française. Loin de considérer que l'instauration de cette journée du bilinguisme marque le début de l'intérêt de Camtel pour cette exigence, sa directrice générale rappelle ce qui est déjà fait. Notre journal interne, c'est Camtel Today. Dans ce journal, nous avons des articles autant en français qu'en anglais. Nous avons aussi une émission à la radio tous les samedis matins en français et en anglais. Et pendant les réunions, nous demandons à chacun de s'exprimer dans la langue dans laquelle il se sent le mieux. Donc au cours des réunions, nous avons des gens qui prennent la parole en français, d'autres en anglais. Et tous nos discours sont rédigés en français et en anglais. Pour sa part, la commission du bilinguisme souligne combien elle est satisfaite de l'option de Camtel de s'arrimer à ses recommandations. Nous sommes ravis aujourd'hui de savoir que les recommandations qui ont été faites sont suivies. Camtel a lancé officiellement sa journée hebdomadaire du bilinguisme et nous ne pouvons qu'encourager cela. Également partie prenante à cette activité, le Haut-Commissariat du Canada encourage l'initiative de Camtel. Le Canada comme le Cameroun, c'est un pays bilingue avec des langues officielles et notre expérience, c'est un travail constant pour non seulement maintenir mais pour renforcer ce bilinguisme. J'aimerais saluer l'exemple de le leadership montré par la directrice générale du Camtel. On a besoin des gens qui prennent ces rôles de leadership, qui encouragent l'utilisation et le renforcement des capacités dans les deux langues officielles dans une seule institution. Autant dire que le respect scrupuleux du bilinguisme est désormais le leitmotiv de la Cameroun Telecommunication. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Complexe sportif d'Olembe, les travaux seront très loin de s'achever d'ici 5 mois. Le constat qui a été fait dans le reportage exclusif diffusé dans le journal fait état d'un stade principal presque prêt, du moins la pelouse, vous l'avez vu, est verdoyante, les places assises ont été déjà aménagées, mais dans les vestiaires, il y a encore beaucoup à faire et à l'extérieur, il y a également des travaux qui doivent être menés pour couvrir complètement la façade principale et les différentes façades du stade principal. Cependant, les autres composantes sont pratiquement loin d'être achevées. Vous avez vu les images de l'hôtel où seule la chambre témoin avait été rendue publique dans une photo
par le ministre des Sports. Le reste des pièces n'a pas encore été aménagé, encore moins pour l'espace commercial ou la salle de cinéma qui attend encore de nombreux équipements. Et il reste 5 mois au Cameroun. Vous l'avez suivi, l'entreprise prestataire canadienne mise essentiellement sur le stade principal. Les sous-traitants engagés dans les travaux, eux aussi, attendent beaucoup du gouvernement, notamment la disponibilité des financements, et souhaitent aussi qu'il y ait des enquêtes sur des soupçons de surfacturation sur ce stade. C'est Alain. Voilà, c'est donc l'essentiel et qu'il en soit. Deuxième partie, madame, monsieur. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite et qu'il en soit. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Serge Pensi, Valentin Joe, il est là également, Pierre-Emmanuel Bignam et Hermine Maï. Je commence avec vous, Pierre-Emmanuel Bignam. Des images, ça vient reconforter ce que vous avez dit en première partie? Évidemment, les images ramènent ceux qui étaient en train de planer en l'air sur terre. Mais il y a un délai, Pierre-Emmanuel. Vous pensez qu'en 5 mois, rien ne peut être fait pour mener ce qui est promis, c'est-à-dire que le stade et certaines infrastructures. Du point de vue organisationnel, c'est-à-dire que l'organisation de la compétition en elle-même, si on prend l'hypothèse selon laquelle le stade Olembe va abriter le match d'ouverture, et connaissant comment est-ce que les cérémonies d'ouverture sont organisées sur le stade qui abrite les compétitions, avec la nouvelle technologie qui voudrait que les drones sillonnent les airs pour prendre des images et tout, et montrer la beauté du pays qui abrite la compétition. Je pense que 5 mois pour mettre à jour l'aire de jeu, comme Maï venait de le préciser précédemment, c'est possible. Mais alors, les alentours du stade, le complexe et tout ça, ne pourront pas être à jour parce que nous avons vu à travers les images du reportage, dans le reportage d'Equinox tout à l'heure, que par exemple la salle qui doit abriter le cinéma, l'hôtel 5 étoiles qui a été promis, tout ça ne sont que à un stade embryonnaire au niveau d'avancement des travaux. Donc il n'est pas possible que le complexe en lui-même soit prêt, mais ne serait-ce que l'aire de jeu. Mais ce l'aire de jeu va suffire pour abriter la cérémonie d'ouverture d'une CAN dans un pays qui est 5 fois champion d'Afrique. C'est-à-dire que comme l'état de nos axes routiers, où on ferme les nids de poules à gauche, à droite, on dirait des pantalons, on a des pantalons dont on est en train de raccommoder avec les couturiers du quartier. Donc est-ce que cette façon de faire va montrer la beauté du Cameroun le jour de l'ouverture de la compétition, ainsi de suite? Je ne pense pas que on puisse le faire. Je ne pense pas qu'on puisse le faire. D'autant plus que Majil a indiqué qu'il faut doubler, tripler les effectifs et tout, et ce sont des budgets colossaux qui vont être engrangés. Ça nous amène à se poser quand même un certain nombre de questions. Je reviens sur ça, sur le nom dont le stade est baptisé. On ne sait pas, peut-être si on enlève le nom de stade Paul Biya, on met un autre nom, peut-être les travaux pourront rapidement avancer et finir. Ce sont les hypothèses qu'on émet. Bon, peut-être le stade Kamto, pourquoi pas, ou le stade Oumiobe, ou le stade Bignam. Donc, ce sont des propositions. On n'en est pas encore là. Ce ne sont que des suppositions. Donc, voilà la lecture que je peux faire.
Ok, Valentin Joe, vous avez vu les images, vous restez optimiste. Vous direz de 5 mois, nous allons réussir le pari. Vous dites que le complexe sera prêt. Hein? Le complexe sera prêt, je réitère cela. Oui. Et je vais rappeler à mon copanéliste, M. Bignam, qu'il n'est pas question de planer. On plane quand on n'a pas la maîtrise de la gouvernance. Et vous en êtes un témoin. Vous MRC, ça date de depuis le 7 octobre au soir. Une série d'échecs. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais à revenir au stade, ou du moins au complexe, je pense que la parole du ministre est la plus indiquée. Et le ministre a fait une conférence de presse dans une salle de presse de ce stade, M. Bignam. Ce stade, le ministre a donné le taux d'évolution des travaux. Et il en a fait, ça c'est pour me répéter, une visite hier. Donc, la gestion, la gouvernance a ses aléas. Que seuls ceux qui ont les qualités et qui sont dans l'œuvre, ou du moins qui sont dans la mouvance, peuvent maîtriser ce que c'est. Bignam n'en sait rien du tout. Monsieur Bignam, je m'excuse pour vous avoir appelé Bignam. Monsieur Bignam n'en sait pas grand-chose. Contrairement contrairement au RDPC, au gouvernement en place, et à la suite, on ne va pas cesser de le dire. On attend certainement un audit pour survival ou survival, quelque chose de ce type. Un audit pour le stade Olembe. Alors, je continue et je dis, M. Bignam, le vocable, vous êtes peut-être étranger, parce que le Cameroun, mais il ne commence pas en 2018. Parce que certains d'entre nous sont arrivés dans le champ politique en 2018. Le Cameroun, il date. Et si vous ne le saviez pas, la terminologie, le concept vocable audit s'accompagne des techniques de gouvernance. Parce que chaque fois qu'on a mis les moyens pour une stratégie quelconque dans l'administration publique et même dans le privé, on revient pour contrôler de l'effectivité, de l'exactitude, et on initie les inspections, les contrôles, les audits. C'est ce qui est fait pour... c'est ce qui est fait depuis pour la fin de 2017. Si vous rentrez, si vous allez, parce que c'est pas lors des débats qu'on n'a pas cette matière sur des tables, sur nos tables lors des débats. Il y a des services appropriés. Si vous faites une investigation, certainement, pour consulter à tout ce qu'il y a comme entité sur le plan administratif, dans cette approche, vous allez certainement trouver des éléments qui vous serviront d'éléments de langage en matière de gestion. Donc, les Camerounais nous regardent en ce moment. Permettez que je vous pose une question. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, par rapport à tout ce qui est fait depuis qu'on parle du stade d'Olembe? Je vous ai dit un stade qui aurait dû accueillir la Coupe d'Afrique 2019. Bien sûr que vous êtes satisfait. Bien sûr que je suis satisfait jusqu'alors. Parce que je vais évaluer au terme de la CAN. Vous entendez? Quelle CAN? La CAN totale 2021 qui commence en janvier 2022. Oui. C'est là où on fait un bilan.
dans d'autres cieux, je ne vais pas citer les pays ici, il y a bien des stades qui sont en construction, dont les budgets ont été réévalués. Alors, la question des grands travaux présente des aléas, parce qu'il y a des tractations entre les contractants et ceux qui initient ces projets. Le ministre des Sports, à la suite du président de la République, je pense qu'il y a un financement qui est venu relancer. Il n'y aura pas d'autre budget, Madame Mailly. Il n'y aura pas de... Qui est venu relancer? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi on vient relancer? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Il y a eu des accélérations des travaux. Du moins, les travaux à un moment ont piétiné. On ne va pas revenir dessus. Parce que c'est pas... Non. Pourquoi n'aura pas de réponse? Parce que c'est pas... Parce que vous semblez tout remettre maintenant à la CAN 2021 pendant ce jour 22. Le problème, c'est que ce stade de Paul Biya devait être sur pied déjà avant 2019. Mon cher, oui. Attendons le stade. Okay. Je pense que les travaux sont faits pour rattraper le retard, parce qu'il y en a eu. Personne ne pourra s'en dédouaner. Bien sûr, bien sûr. Il y a un retard et, comme le dit, comme le prévoit certains observateurs, à la suite de ce qu'on a connu, le succès du chant, on peut voir une meilleure, la plus belle CAN au Cameroun. Okay. Et Monsieur Biya, s'il vous plaît, pour chuter. Non, vos inquiétudes, ils vont parler. Amin Mailly, permettez qu'il place un mot, parce que je ne veux pas vous dire, il veut à tout prix répondre sur tout ce que vous avez dit. Amin Mailly d'abord, sur l'optimisme, on ne va pas dire exagéré de monsieur... Pas exagéré, non. Il est très rassuré. Lui, il parle. Valentin Diop parle du complexe. Il lui dit que d'ici 5 mois, tout sera OK. Des hôtels 5 étoiles. Je pense que et ceci n'est même pas en étroite corrélation avec ce que le ministre lui-même avoue et dit. Parce que, voyez-vous, jusqu'à ce jour, nous sommes encore rendus à s'interroger sur la capacité à McGill de nous livrer, donc 5 mois, justement, le stade. Justement, je crois que c'est à ce niveau qu'il y a problème aujourd'hui. Et c'est déjà une bonne chose pour M. Ndiaye de reconnaître qu'il y a eu des échecs. Il y a eu un retard. Je vais parler d'échecs, s'il vous plaît. Il y a eu des échecs. Si vous me citez, c'est alors qu'il y a eu des retards. Justement, il y a eu des retards, c'est connu. Pas il n'y a pas eu d'échecs. Ces retards sont certainement dus à un certain nombre de manquements observés. C'est normal. Et justement, il est question aujourd'hui, lorsque l'on parle d'une certaine manière de ce sursis de la CAF, de revenir sur ces différents manquements qui nous ont plombés jusqu'à ce niveau pour pouvoir accuser ces différents retards. Et s'il faut surfer sur ce genre de discours, nous serons encore à nouveau en retard. Et c'est pour cela qu'il est important de poser le problème sur la table pour dire à qui de droit, voilà ce que l'on observe comme manquement. Et non pas d'avoir des discours pour essayer d'endormir l'opinion publique qui est plus que jamais éclairée. Parce que je peux vous assurer, ceux qui sont du côté de Yaoundé, aux environs de Lembe, ils vont pratiquement tous les jours contempler cette œuvre, voir quel est l'état d'avancement. Les journalistes sont sur le terrain, ils essayent de recouper les informations pour savoir. Il y a des techniciens que l'on interroge sur justement la faisabilité, la probabilité de certaines finitions. Et aujourd'hui, les avis sont clairs sur la capacité du complexe à sortir de terre dans 5 mois ou pas. Je suis en train de vous dire que si cette problématique est posée aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cet ultimatum. Il faut, d'une certaine manière, commencer aujourd'hui à attirer l'attention des uns et des autres quant à un éventuel retard futur qui pourrait définitivement plomber les espoirs du Cameroun. Je crois que c'est là le véritable problème. L'une des questions essentielles qu'il faudrait aujourd'hui que l'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire
pour ne pas être une fois de plus en retard? C'est ça la bonne question. Et non de dire aux uns et aux autres que ça va, tout va bien, ça monte crescendo et tout ce qui va avec. Non, les budgets sont partis d'un au double, du double au triple. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le quadruple. C'est entamé. Quand Serge Pensy parle de ce problème financier, c'est une réalité. Il n'affabule pas, c'est la réalité. Je vous ai dit tout à l'heure que, entre autres, il y a ce problème de l'exportation de matériaux qui servent à la construction de cette infrastructure. Parce qu'un bateau, ce n'est pas un jour, ce n'est pas en un jour qu'il arrive. Nous sommes tenus par les délais et c'est ça qu'il faut aujourd'hui rattraper. Interroger aujourd'hui la faisabilité d'avoir une main-d'œuvre locale pour pouvoir justement pallier à un certain nombre de manquements en ce qui concerne les différents matériaux. Et il faut dire aux autres que le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est les Camerounais. Ceux qui ont plombé ce stade, c'est les Camerounais. Ceux qui sont aux affaires, ceux à qui on a confié la lourde charge de construire ce stade. Parce que quand on va vous dire aujourd'hui que ça a coincé, on ne sait pas ce qui s'est passé, les financements qui n'arrivent pas à temps, c'est parce que c'est une histoire de marché de gré à gré et d'amitié où on peut donner un marché à X parce qu'on est amis avec et ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des forces internes qui bagarrent pour quelque chose qui est censé servir tous les Camerounais par conséquent eux. Aujourd'hui, on a malheureusement des gens à qui on a demandé de construire le stade de l'Embe qui se comportent comme s'ils étaient en aventure au Cameroun. Comme s'ils n'étaient pas des Camerounais. Et que, je ne sais pas, c'est incroyable parce que quand on ne peut pas vous demander de construire un héritage comme celui-là et que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est terrible ce qui est en train de se passer avec Olembe. Et si on ne le dit pas, nous serons complices. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous pensez que ça fait plaisir au ministre de descendre tous les jours sur ce terrain? Vous connaissez ce que ça entame, ce qu'on engage comme frais de mission en ce qui concerne les différentes descentes. Vous savez dernièrement qu'il avait reçu un autre titre de ministre de descente. Parce qu'on se disait, à force de multiplier. Aujourd'hui, il est obligé carrément. Mais qu'est-ce qu'on veut à la fin? Il est obligé carrément de multiplier. Mais Emile Maï, on demande au président de la République à partir d'Etoudi d'aller au stade, mais il y a quand même un ministre des Sports qui va tout le temps suivre. Pourquoi vous faites un procès au ministre? Parce que au professeur Moele Kombi. On ne lui fait pas un procès. On a dit ministre des Arts parce que vous voyez, il y a des dessins. Je crois que par sa présence, oui, il met la pression. Il met la pression, mais est-ce que vous avez l'impression que ça avance de manière considérable? Ça n'avance pas? Je suis d'accord. Mais est-ce que vous avez l'impression de vous avoir? Parce qu'aujourd'hui, on a parlé de, je crois, 88% d'état d'avancement des travaux. Je vous rappelle qu'il y a de cela 2 ans, on nous disait qu'on était à 95% de l'état d'avancement. Je vous assure. C'est-à-dire qu'on vous avait dit que le stade est presque fini. Mais au fur et à mesure que l'on entame de l'argent, on avance dans les travaux, on vous dit que de manière miraculeuse, on est en train de... Moi, je ne comprends pas. Vous ne croyez pas à Maguil qui dit qu'au mois d'août prochain, les matchs pourront se Maguil, moi déjà, à la base, lorsqu'on a retiré ce marché à Pikini, je ne sais pas ce que ce genre tramait entre eux, parce que justement, c'est une histoire terrible. On dit généralement que lorsque les éléphants bagarrent, sont les zèbres qui en souffrent. Aujourd'hui, on voudrait identifier le peuple camerounais aux zèbres. C'est-à-dire, c'est nous qui souffrons de voir qu'un stade comme celui-là, avec autant d'argent, n'est pas encore fini. Mais c'est entre eux que cela se joue. Il y a des enjeux énormes pour le contrôle des différents marchés de ce stade. C'est ça la réalité. Moi, j'ai jamais été pour que l'on débarque Pitini et que l'on amène Maguil. Mais Maguil nous avait donné les assurances de ce que ce stade finirait. Il nous a donné les délais. Maguil nous a menti. Pourquoi vous voudrez qu'aujourd'hui, je puisse croire à Maguil? Vous êtes à Douala, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Je suis à Olembe. Je ne suis pas à Douala. Nous parlons spécifiquement. Entre autres, ce même Maguil nous avait dit qu'il avait les moyens. Oui. Pour pouvoir préfinancer cette œuvre. Justement. Et justement, mais après on a vu des travaux bloqués. On a vu des ouvriers gréver parce qu'ils réclamaient un certain nombre de dûs. Vous pensez que ce genre de choses est possible comment si ce n'est pas avec la complicité des Camerounais? C'est de tout ça dont on parle aujourd'hui de manière globale pour dire aux uns et aux autres qu'il est temps, une fois de plus, de véritablement faire preuve d'un peu, je dis un peu, un tout petit peu de patriotisme et d'offrir aux Camerounais ce que les Camerounais attendent, notamment au chef de l'État, ce complexe de Lembe qui doit véritablement et définitivement sortir. Donc vous dites que le Cameroun doit absolument... Je peux vous assurer, hein, le stade d'Olembe doit faire partie je peux prendre aujourd'hui le risque de vous le dire que s'il n'y a pas Olembe,
il n'y aura pas de CAN au Cameroun. Et c'est pour cela que je vous assure qu'on est en train de tout faire pour que au moins le stade, les vestiaires et tout ce qui va avec sortent de terre pour que l'on puisse justement lancer cette Amine Maï, vous comprenez donc pourquoi le ministre des Sports est là-bas tout le temps, on va le dire comme ça. Mais c'est pour cela, je vous ai dit, ce n'est pas un fait nouveau. Hein. Oui. Celui des descentes, ce n'est pas nouveau. Si vous voulez, on peut rentrer dans les archives, vous comptez le nombre de descentes et vous faites le bilan des différentes descentes. Mais aujourd'hui, au moins, on a la sincérité d'avoir un discours franc. Et d'être devant les faits et de dire ici c'est possible et là c'est pas possible parce qu'on est pratiquement dormi. Voilà, Serge Pensi, elle a sorti le mot. Est-ce qu'il y a un problème de manque de patriotisme véritable par rapport au Lembe? Pourquoi les Camerounais se comportent ainsi pour ce stade spécifiquement? Non, je crois qu'on a bafoué la science. Parce que le management c'est une science. Et une science qui n'est pas compliquée. Parce que je reviens toujours aux fondamentaux. C'est-à-dire qu'un projet comme le stade, il y a ce qu'on appelle l'ordonnancement des tâches. Merci. Des tâches. On sait qu'il y a une pelouse à poser, on sait qu'il y a des vestiaires à construire, on sait qu'il y a des gradins à construire, on sait qu'il y a des toits à construire, on sait qu'il y a des routes, des voies de sortie, d'entrée et tout ça là, du stade. Tout ça, ce sont des tâches qui sont liées les unes aux autres. Donc, le chef de projet, il sait par où il commence et par où il termine. Il vous dit ça dès le départ. Avant de mettre le premier béton au stade, il vous dit je commence par ici et je termine par là. Mais ça, je pense, ça c'est quand les choses sont normales. Non, oui, mais attendez. Non, j'arrive. Oui, attendez. Mais pour le cas spécifique de l'Embero, mais à quel moment il va avoir des décélérations dont a parlé monsieur Dior? C'est à partir du moment où l'argent ne coule pas. Il faut arrêter de nous balader. À partir du moment où l'argent ne coule pas comme il doit couler, alors vous allez décélérer. Et si vous voulez accélérer maintenant, vous passez à la vitesse supérieure, et c'est la vitesse supérieure que Magui propose. De travailler 24 heures sur 24. Et tout ça a un prix. C'est pas travailler 8 heures par jour, de 8 heures à 16 heures. Et là, ça va de 24 heures sur 24. Il y aura des gens là-bas. Et si on le fait, on pourra atteindre ce que Maï dit. On pourra avoir un stade qui pourra accueillir cette cérémonie. Mais si on ne le fait pas, on n'aura pas Lembe. Ça, quand Magui le dit, il sait pourquoi il le dit. Et en 5 mois, je pense que si on met 24 heures sur 24, on peut avoir le stade de Lembe. Mais nous connaissant les Camerounais, je ne sais pas si l'argent va couler. Vous savez que toutes ces histoires, c'est des petits conflits qu'on a dans les gens dans le gouvernement. Parce que si les gens ne s'entendent pas, parce que le ministre des Sports est là, est-ce que le ministre des Sports a tous les pouvoirs pour faire avancer les travaux? Qui a tous les pouvoirs? Mais attendez, c'est le ministre des Finances. C'est lui qui tient la caisse du pays. C'est lui qui te dit que c'est le financier qui te dit que on peut aller ici à gauche, on peut aller à droite. Ce n'est pas celui qui a la présidence. Quand celui qui a la présidence dit on peut aller là, il dit non, on ne peut pas. Le ministre des Finances. Qui a la présidence? Non, j'ai dit quand la présidence dit on doit faire ceci, celui qui tient la caisse du pays lui dit dans la caisse là, il n'y a pas. On ne peut pas y aller. Donc lui, il ne veut pas qu'il y ait le stade. Non, il lui dit, pas les réalités. Toi, si tu peux avoir un vœu, tu peux dire que, écoute, il faut qu'on travaille 24 heures sur 24, et on ne peut pas le financer. Ah, ça on ne peut pas le financer, c'est des souhaits, c'est des vœux. Magui le dit aujourd'hui, le ministre des Sports va ramener ça au niveau de la task force. La task force va demander au ministre des Finances, mais il nous faut tel nombre de milliards pour terminer au Lembe avant 4 mois, avant 5 mois. Le ministre des Finances va dire, ok, il y a des moyens. Non, je n'ai pas ces moyens. Il faut aller chercher ailleurs. Mais là, moi, je n'ai pas ces moyens. Voilà où il y a le problème. C'est-à-dire les histoires où ceci, cela, non. C'est le management. Il faut s'entendre. Il faut faire ce qui peut être réalisable. Et on peut avoir le stade de Lembe. Mais il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Tant qu'il n'y a pas de financement,
on n'aura pas Olembi. Oui, Serge, peut-être pour rajouter quelque chose dans ce que... Peut-être pour rajouter un peu quelque chose dans ce que Serge Pensy disait, au-delà de l'élaboration des différentes œuvres, il faut aujourd'hui se poser des problèmes, parce qu'il a parlé d'un problème de finance, avec la capacité des uns et des autres à débloquer de l'argent. Il a dit quelque chose de très important. Il y a des forces antagonistes en interne qui discutent et qui luttent pour on ne sait trop quoi aujourd'hui, parce que nous n'étant pas à l'intérieur. Mais ça, tu as peur de le dire. Tu as peur de le dire, il faut le dire. Parce que laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît, Serge. Maintenant, nous, on ne sait pas trop pourquoi, mais il se pose également en interne un autre problème. Vous vous souvenez que hier encore, quand on parlait de Pichini et de Magil, on vous parlait de ces sous-traitants. Quand il parle de tâches et d'œuvres, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que qui est affrété à faire quoi, dans quel délai et comment, à qui on a attribué un marché. Vous vous rappelez quand même, dans la dilapidation de ces fonds, qu'il y avait pour une seule tâche au moins 13 sous-traitances pour la même tâche dans le chantier de Olymbe. Voilà le genre de pratique qui règne et réside à Olymbe, au point où on vous dit qu'on a débouqué des milliards, le stade n'est pas fini, on ne voit pas l'argent, on ne sait pas là où l'argent est parti, on ajoute encore de l'argent, on ne finit pas le stade, et on vous dit encore aujourd'hui qu'il faut débloquer de manière express une somme pour pouvoir achever ce stade. Si on ne se détache pas de ce genre de pratique. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai interpellé le patriotisme des uns des autres, ou alors la prise de conscience collective, pour dire que l'heure est grave et que nous avons 5 mois, pour ne serait-ce que, parce qu'on va continuer à faire nos choses entre nous, mais qu'on nous livre moins le stade. La gestion du projet Cannes est partie du Premier ministère pour la présidence de la République. Voilà. N'oublie pas, et c'est là où ça commence. Voilà. Rapidement, alors pour le Camerounais qui nous écoute, lorsqu'on sait donc que nous sommes dans un pays où même la parole de celui qui préside à la destinée des Camerounais, c'est-à-dire le président Paul Biya, ne vaut plus son pesant d'or, qu'allons-nous faire? Voici un stade qui porte son nom, qui n'arrive pas à finir, à être livré. Une canne qui a glissé, dont il a rassuré les Camerounais qu'elle va avoir lieu le jour dit. Et que 2 ans plus tard, aujourd'hui, le stade qui doit abriter l'ouverture de cette compétition n'est pas encore livré. La parole de Paul Biya ne vaut plus son pesant d'or. La parole de qui doit valoir aujourd'hui? Et c'est ça la vraie problématique de nos jours. Est-ce que le Cameroun est encore gouverné? Est-ce que le Cameroun n'est plus gouverné? Cette question, les Camerounais ont la réponse à ces questions-là. Ok, merci. Valentin John, on sort de l'émission. Le Cameroun est-il gouverné ou pas? Non, c'est pas la question. Les Camerounais ont-ils la réponse à cette question? C'est depuis le 7 octobre 2018 que les Camerounais ont accordé leur confiance à celui qui gouverne. Pour dire que ceux qui ne gouvernent pas vont s'agiter dans les chaumières et ils seront des anti-modèles. Je ne citerai pas le nom de Kamto surtout pas. Alors, le stade, oui, il sera là. Okay. L'aspect, pour chuter, l'aspect socio-économique que vous aviez fait mention tout à l'heure, Madame Maï, est tenu en compte par les entreprises, des sous-traitants de ce stade, enfin des travaux de ce complexe, sont des entreprises nationales. Et chaque entreprise... Justement, c'est ça le problème. Non, c'est pas le gros... Non, je vous dis, chaque entreprise... Merci, l'émission. On est arrivé au terme de l'émission. C'est justement ça le problème. Non, pas du tout. Merci, Valentin. Donc, je vous dis, ce n'est pas ça le problème. Il n'y a aucun problème parce que chaque entreprise est en train de finir son activité. On vous a compris, Voilà, le stade olympique, comme j'ai dit, le premier grand test, c'est le 25 juin prochain pour la cérémonie de tirage au sort. Et le match d'ouverture est prévu pour
le 9 janvier, la cérémonie d'ouverture, le 9 janvier, le clôture le 6 février. Olembe, on espère. Comme a dit Amin Maï, il faut absolument Olembe. Il faut absolument Olembe pour cette canne. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Demain, c'est un autre rendez-vous. La fête, 19h. Bonsoir Olembe.